Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI1. Bienvenue dans le journal, voici les titres. La Coupe d'Afrique des Nations avance à grands pas. La présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo a effectué une visite de plusieurs chantiers dans sa commune. Des infrastructures comme la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers qui vient renforcer le dispositif sécuritaire. Durant la compétition, Kandia Camara l'a aussi annoncé, plusieurs infrastructures seront livrées très bientôt, notamment l'échangeur et les voiries de la commune. Nous irons au Parlement ivoirien dans ce journal. Les députés ont examiné durant cette semaine plusieurs projets de loi. Les membres du gouvernement se succèdent devant la Commission des affaires économiques et financières pour présenter leur budget. Hier, vendredi 10 novembre, ce sont les ministres chargés de la construction, du logement, de l'équipement, de l'entretien routier, celui des mines, pétrole et énergie qui étaient à la barre. Et puis, notre pays participe à la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient en ce moment à Paris, en France. La Côte d'Ivoire y est représentée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En marge de cette conférence, Maria Toukone a pris part également au 60e anniversaire de l'Institut international de planification de l'éducation. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Tout d'abord, direction le nord d'Abidjan, dans la commune d'Abobo plus précisément. La première magistrate, Kandia Kamisoko Camara, est sur le terrain pour constater d'elle-même l'état d'avancement des chantiers de développement. Abobo sera une destination incontournable pour tous ceux qui voudront se rendre notamment au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe durant la CAN 2023. Leur sécurité, vous allez le voir, sera garantie. Kandia Camara a aussi visité la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers qui vient renforcer le dispositif sécuritaire durant la compétition. Sur place, le témoignage de Frédéric Oulayi et Walter Amadou Ouattara. Non loin de la nouvelle gare routière, dans le village d'Anoko-Akouté, commune d'Abobo, se dresse désormais une caserne des sapeurs-pompiers militaires sortis de terre. L'infrastructure en état d'achèvement reçoit la visite de la première magistrate de la commune, Kandia Camara. La nouvelle caserne traduit la volonté de la présidente du Sénat à offrir un environnement sécuritaire aux populations. Vous savez que le stade de Pempe, le stade Alassane Ouattara, va abriter tous les matchs de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont de nombreuses personnes, je dirais peut-être des centaines de milliers de personnes qui vont traverser la commune d'Abobo pour aller au stade Alassane Ouattara. Donc, pour ce faire, il faut prendre des dispositions sécuritaires. Donc, cette caserne des sapeurs-pompiers pourra aider efficacement dans ce sens-là. Cette visite a été l'occasion pour Kandia Camara de rassurer la population sur l'ouverture prochaine de l'échangeur sur l'axe Abobo à Djamé. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être bitumées aujourd'hui ou en train d'être reprofilées lourdement. Donc tout cela pour que la circulation soit plus fluide. Dans la perspective de rendre la commune plus attractive et hospitalière en cette période mouvementée par les préparatifs de la CAN 2023, la première responsable d'Abobo a échangé avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici avec le diplomate des Émirats arabes unis. Leur entretien a porté sur l'extension du siège de la mairie et la construction de plusieurs bureaux annexes. Bientôt, très bientôt, la région du Sud Comoé aura son centre de documentation et d'information. La création de cet important outil culturel a été actée récemment dans les locaux du ministère de la Culture et de la Francophonie. Une signature de convention entre le Conseil régional du Sud Comoé et le ministère acte désormais la création et l'équipement du CDI qui va donc avoir pour siège la ville d'Aboisseau. La ministre Françoise Remarque et Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, s'engagent pour l'élaboration d'une politique socio-éducative et culturelle dans cette région du pays. Serge Pakom Didi, Abdoulaye Kone. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et le Conseil régional du Sud Comoé conjuguent leurs efforts pour la mise en œuvre de la politique socio-éducative et surtout culturelle dans la région du Sud Comoé, d'où cette signature de partenariat entre les deux institutions. Elle devrait permettre la création et l'équipement du Centre de documentation et d'information du Sud Comoé dans la localité d'Aboisseau. Ce projet répond donc pleinement à la vision de notre département et constitue une véritable opportunité de collaboration entre nos deux institutions.
L'implantation de ce centre est également comme une offrande pour la population, notamment sa jeunesse. Ce projet ambitieux constituera à n'en point douter, un instrument de développement communautaire, de cohésion sociale et de renforcement du vivre ensemble. Le Centre donc, de documentation et d'information de la région du Sud Comoé a pour mission de soutenir et encourager l'activité littéraire par des acquisitions, par des prêts, par des consultations sur place d'ouvrages à des tarifs sociaux. Il est doté d'un espace d'études et de recherche, bureau d'information, table de travail, etc. Soyez donc, Madame la ministre, vraiment remerciée pour déjà tout l'appui que vous nous avez apporté avant même la signature de la Convention. Co-géré par le Conseil régional et le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers la Direction générale de la culture, ce centre bénéficiera de sources de savoir plurielles de formation, d'accès aux moyens modernes de communication, d'une bibliothèque virtuelle et physique et d'un centre d'animation culturelle. Le vent du développement ne souffle pas que dans le sud Comoé. La région du Thiologo, dans l'extrême nord du pays, est aussi en chantier. Le programme triennal 2024-2026 a été présenté aux populations d'un montant d'environ 14 milliards de francs CFA. Il est orienté vers l'hydraulique, l'éducation, la santé et bien d'autres secteurs essentiels au bien-être des populations. Ce programme a été présenté lors de la 3e réunion du Conseil régional présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara. Par ailleurs, président du Conseil régional, il avait à ses côtés le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Conan. Le reportage de Kader Sogodougou. Centre culturel de Fekessédougou. Les forces vives du Thiologo prennent part à la 3e réunion du Conseil régional. La séance est présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara, président du Conseil régional du Thiologo. Une présence à remarquer, celle du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré-Conan, par ailleurs président du Conseil régional d'Ogbeke. Point majeur de cette session, l'adoption d'un programme triennal 2024-2026. Il touche principalement l'hydraulique, l'éducation, la santé, les routes, l'administration et la bonne gouvernance, l'agriculture, la sécurité et la culture. Au total, 67 opérations pour 13 milliards 895 276 000 francs CFA. Tout pour le développement du Thiologo. Le programme que nous venons de mettre en œuvre, faire une part belle à la promotion de cette jeunesse et donc à la promotion bien entendu donc des femmes. Nous sommes satisfaits en sortant de cette réunion parce que de façon unanime, les conseillers ont approuvé le programme triennal que nous allons présenter à la hiérarchie à Abidjan dans quelques jours. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique veut pouvoir compter sur la collectivité décentralisée pour une meilleure application des politiques environnementales. J'ai constaté beaucoup de choses qui se font de bien, et notamment la prise en compte des enjeux environnementaux. Et je voudrais souhaiter que cela soit dupliqué dans tous les autres conseils pour que la protection de l'environnement et la promotion du développement durable soient dans le quotidien des Ivoiriens. La réunion a pris fin par la visite des locaux du futur siège du Conseil régional et la pose de la première pierre du 2e commissariat de la commune de Fekessédougou. C'était une semaine particulièrement chargée pour les parlementaires ivoiriens. Ils ont procédé à l'examen de plusieurs projets de loi. Les membres du gouvernement ont défilé devant la Commission des affaires économiques et financières, cela pour présenter leur budget. Hier, vendredi 10 novembre, ce sont les ministres chargés de la construction, du logement, de l'équipement et l'entretien routier et des mines, pétrole et énergie qui se sont soumis à leurs différentes questions. Le témoignage de Moussa Konaté. Délai de délivrance des arrêtés de concession définitive ACD, la question des logements, le plan d'urbanisation des villes, des préoccupations des députés adressées à Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, après des réponses aux interrogations des élus, annonce un budget de plus de 46 milliards de francs CFA pour l'année 2024 contre plus de 70 milliards en 2023. Nous sommes au-delà de 53% aujourd'hui de taux d'urbanisation. Et les besoins en la matière s'accroissent. Nous avons besoin de contrôler, nous avons besoin de maîtriser l'occupation de l'espace partout dans nos villes.
Nous avons besoin de faire des opérations d'urbanisme. Nous avons besoin de logements partout sur le territoire national, principalement à Abidjan. À ses côtés, deux autres membres du gouvernement, Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, annonce la poursuite des chantiers de bitumage dans plusieurs localités pour un montant de plus de 653 milliards de francs CFA. Pour l'accroissement de la production pétrolière du pays et le renforcement de la politique d'électrification dans les localités, le budget présenté par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly s'élève à plus de 441 milliards de francs CFA. À chaque fois que nous nous soumettons à ces exercices, nous sommes toujours impressionnés par la qualité des échanges et surtout de savoir que les honorables députés sont au fait du quotidien de leur mandat. Et je voudrais, au nom de mes collègues, les rassurer que toutes les propositions pertinentes qu'ils ont eu à faire, nous allons en tenir compte dans l'exercice qui va s'ouvrir pour 2024. Les budgets de ces trois ministères ont été adoptés à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Justement, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité également le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024. Le budget général de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à 13 720 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards en 2023. L'on note une progression de 17,3%. Le vote de ce projet est le signe que le gouvernement et l'Assemblée nationale sont en phase sur les objectifs de développement du pays. C'est ce que nous dit Tanguy Dangui. À l'unanimité des membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale présents, les députés ont voté le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2024. C'est vrai, 13 000 milliards, c'est beaucoup. Mais pour ce que nous avons pu voir, nous avons écouté 33 ministres. Ils ont exposé effectivement leurs besoins, ils ont exposé les problèmes, les difficultés des populations. On estime que effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup, mais le gouvernement doit peut-être revoir encore à la hausse. Et ça passe justement par améliorer donc nos recettes propres. Pour accompagner le travail accompli par son Excellence Alassane Ouattara, nous, en tant que députés de la nation ivoirienne, nous voulons soutenir cette dynamique de développement. Avec le vote de ce budget estimé à 13 720 milliards de francs CFA contre 11 694 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%, le gouvernement se réjouit que ces objectifs trouvent un écho favorable auprès des députés. Après l'adoption de l'année fiscale, nous pouvons dire que nous sommes comblés et que nous avons maintenant les autorisations nécessaires pour pouvoir non seulement mobiliser les ressources, mais les utiliser conformément au document de budget qui a été approuvé. Avant le vote du budget 2024, plusieurs membres du gouvernement ont défendu leur budget et ont tour à tour réussi à le faire voter également à l'unanimité. Un peu plus loin d'Abidjan, la deuxième session du Conseil régional de l'Indénié-Djoablin s'est tenue le week-end dernier à Abengourou. Il s'est agi au cours de cette session de présenter le budget de l'exercice triennal 2024, 2025, 2026. Un budget présenté aux différents conseillers. Ce budget qui s'élève à 3 500 milliards de nos francs a été approuvé par les conseillers régionaux. Sur place, la correspondance de Herman Yamia. C'est une deuxième session qui a porté essentiellement sur l'examen et l'adoption du programme triennal 2024, 2025, 2026. Il comporte toutes les actions que le Conseil régional entend mettre en exécution les 3 années à venir. Et il est estimé à 3 500 millions de francs CFA, dont plus de 600 millions de francs CFA en actions et 2 milliards de francs CFA en opérations. Les conseils régionaux présents ont adopté à l'unanimité tous les points à eux présentés. Quelques jours avant la tenue de cette session, un accident de la circulation survenu sur l'axe Abengourou-Sankadiokro a coûté la vie à 4 personnes. Le président Ouadia Issé a saisi l'opportunité pour inviter les usagers de la route à plus de vigilance. Le corps préfectoral était à ce rendez-vous et la secrétaire générale de préfecture, Mayouka Kamara, qui représentait le préfet des régions, a invité les uns et les autres à s'impliquer davantage dans les affaires du Conseil pour le bien-être des populations. Les représentants des différentes commissions ont tour à tour fait des exposés relatifs aux points de leurs différents travaux.
Côte d'Ivoire est bien présente à la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient en ce moment à Paris, la capitale française. Le pays y est représenté par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En marge de cette conférence, Mariatou Koné a pris part également au 60e anniversaire de l'Institut international de planification de l'éducation. Elle a salué la vieille collaboration de cet institut avant de présenter les différentes attentes de notre pays qui ambitionne de positionner son école au rang des meilleurs du monde. Le témoignage de Serge Coléa. La Côte d'Ivoire marque sa présence à la 42e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO avec une délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Après sa participation à l'ouverture de la session, la ministre Mariatou Koné a fait entendre la voix du gouvernement au 60e anniversaire de l'IIPE, l'Institut international de planification de l'éducation. Je voudrais dire que l'IIPE est pour la Côte d'Ivoire symbole d'une coopération exemplaire et efficace. Cette expertise a été mise au service du développement de l'éducation en Côte d'Ivoire dans différents domaines, dont ceux de l'analyse et de la planification sectorielle. Grâce à l'IIPE, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs analystes et gestionnaires de haut niveau en matière d'éducation. Mais le pays, qui ambitionne de positionner son école au rang des meilleurs dans le monde, attend encore beaucoup de ce partenariat vieux d'une cinquantaine d'années. Notre souhait est que l'IIPE accepte, premièrement, de poursuivre sa politique de déconcentration et de proximité en s'appuyant sur des institutions de formation qui existent dans nos États à travers des partenariats. Deuxièmement, que l'IIPE accepte de renforcer la prise en compte des problématiques émergentes dans le programme de formation. Troisièmement, que l'IIPE accepte d'exploiter le potentiel du numérique pour réduire le coût et diversifier les offres de formation. L'école ivoirienne est en pleine mutation depuis la tenue des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, des efforts salués par l'UNESCO qui a reconduit la Côte d'Ivoire au comité directeur de haut niveau pour l'ODD 4, l'objectif de développement durable 4. Retour justement en Côte d'Ivoire où le statut de l'étudiant entrepreneur a été lancé. C'est un projet qui a pour principal objectif d'inciter les étudiants dans l'entrepreneuriat étant encore sur les bancs du campus. Ce projet, financé et soutenu par l'Agence universitaire francophone, permettra à terme de réduire le taux de chômage des étudiants qui représente 25% partout dans le pays. Il a été lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. On en sait un peu plus avec Frédéric Oulaï. Adama Diawara face à des étudiants et enseignants-chercheurs. Le ministre expose sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. À sa suite, la directrice régionale de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, se prête au même exercice. Des enseignements sont donnés aux étudiants sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'action est soutenue par le ministre en charge de la jeunesse. Mon ministère s'associe à juste titre à ce programme, d'abord parce qu'il touche les jeunes, mais parce qu'avec l'Agence Emploi Jeunes, nous accompagnons aussi l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Nous serons auprès donc, des autorités universitaires pour accompagner tous ces jeunes qui seront porteurs d'une idée de projet. L'idée, c'est d'abord d'impulser une dynamique au sein du cursus et non pas à la fin du cursus. Il faut que pendant qu'il étudie, l'étudiant puisse, encore une fois, s'imprégner de cette culture entrepreneuriale. C'est absolument essentiel. Et ensuite, accompagner tout au long de ce cursus, étape par étape, les étudiants sélectionnés et qui bénéficieront de ce statut national de l'étudiant entrepreneur, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 25% des chômeurs sont issus des universités. La promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire peut donc contribuer à la réduction du taux de chômage. Tous ceux qui sortent de notre dispositif ne peuvent pas être absorbés par la fonction publique et les emplois modernes du secteur privé. Il faut, entre autres, s'orienter vers l'auto-emploi. Donc, il faut faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une voie de sortie pour nos étudiants. Du coup, ce nouveau statut de l'étudiant entrepreneur
est une aubaine pour nous. Dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est bien dit que les étudiants issus du premier cycle du supérieur, c'est-à-dire de la licence 3, doivent avoir comme socle de compétences communs l'entrepreneuriat avec montage de projet, l'anglais et l'informatique. Pour cette phase pilote, 50 étudiants verront leur projet financé par les bailleurs de fonds. Outre la Côte d'Ivoire, ce programme est déployé dans plusieurs autres pays africains francophones, dont le Congo, le Sénégal et l'île Maurice. Et dans le chapitre éducation, les élans de solidarité se multiplient en faveur des élèves depuis la rentrée des classes. Le député-maire de Sangan, représentant le Premier ministre, a distribué 1800 kits scolaires aux élèves de 5 villages de sa circonscription. L'opération a pour objectif d'aider les parents démunis, mais aussi de permettre aux élèves d'avoir leurs fournitures. La remise des kits s'est déroulée hier vendredi 10 novembre 2023 à Sangan-Mbraté. Le commentaire d'Issa Chonagno. Afin d'aider les parents à scolariser leurs enfants, la mairie de Sangan vient d'offrir 1800 kits scolaires aux élèves de 5 villages de sa circonscription. Une action fortement saluée par les élèves. Aujourd'hui, on a reçu les kits scolaires. Je suis soulagée vraiment parce que mes parents feront moins de dépenses. Au nom du Premier ministre, le député-maire de Sangan affirme que cette remise des kits vise à amener les élèves de Sangan à cultiver l'excellence. La municipalité s'engage pour l'école pour tous. Et nous pensons que ces kits-là aideront les enfants à étudier. Nous nous engageons pour une école pour tous et nous allons travailler comme ce qui se passe en Europe et aux Amériques. À Leboué-Brou, exhorte l'ensemble des élèves au travail afin d'obtenir de bons résultats en fin d'année scolaire. La 7e conférence africaine sur l'eau et l'assainissement, Africa Sunset, s'est achevée aujourd'hui en Namibie. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre des Eaux et Forêts. Après 5 jours d'échanges entre ministres en charge de l'eau, de l'assainissement et experts hydrauliques, les réflexions ont abouti à l'adoption de la déclaration de Swakopmund. Cette déclaration appelle à renforcer les initiatives au moment où des millions d'Africains sont toujours confrontés et fort malheureusement à des problèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Envoyé spécial à Namibie, Khalil Diomandé, Ngata Kwame. Au moment où la 7e conférence africaine sur l'eau et l'assainissement, Africa Sunset, referme ses portes à Swakopmund en Namibie, 800 millions de personnes sur le continent n'ont toujours pas accès aux services d'assainissement et d'hygiène. Un véritable défi à relever, d'où l'adoption ici de la déclaration de Swakopmund qui invite les États à agir et à renforcer les investissements dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Le manque d'assainissement entache la prospérité et le développement durable. Je suis convaincu que ce dont nous avons besoin dans les jours, les semaines et les mois à venir, en vue de résorber cette situation, c'est l'action. Nous pouvons nous réunir, certes, et élaborer de belles déclarations, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'entreprendre des actions sur le terrain. L'assainissement, l'hygiène et l'eau sont 3 grands défis auxquels on doit faire face en vue d'éviter donc de mettre l'humanité en danger. Je pense qu'il est raisonnable qu'on redouble d'efforts. Comme dans de nombreux pays africains, l'eau et l'assainissement restent des défis en Côte d'Ivoire, conduisant la délégation du ministère des Eaux et Forêts et celle de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Laurent Tchagba rassure que son pays fera sien la déclaration de Swakopmund. Au niveau de nos États, le problème de l'assainissement n'évolue pas. Nous allons nous battre pour pouvoir faire en sorte que cette déclaration se met en œuvre dans notre pays. Le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, avec la complicité qu'il y a entre le ministre des Eaux et Forêts, nous allons travailler à faire en sorte que l'eau, l'assainissement soit une priorité pour le gouvernement ivoirien. Initié par l'AMCAO, le Conseil des ministres africains de l'eau, l'Africa Sun se tient tous les 2 ans. Elle se veut un outil de réflexion sur les problématiques liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. C'est le Ghana qui aura l'honneur d'accueillir la 8e édition en 2025.
Dans un tout autre chapitre, la foire commerciale interafricaine lève ses rideaux en Égypte au Caire. La Côte d'Ivoire et ses exposants reviennent au pays avec des contacts très intéressants pour des relations commerciales à grande échelle. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au Caire, Lanciné Bakayoko et Fernand Conan. Pavillon enregistrant une douzaine de stands, la Côte d'Ivoire est bien représentée à cette foire commerciale interafricaine ici au Caire. Le pain tissé de l'ouest et du centre, le miel, la noix de cajou, la mangue séchée ou encore l'attiéké, l'huile de palme rouge et le beurre de karité sont les principaux produits proposés par les exposants ivoiriens. De toute évidence, le pain tissé est la grande attraction. Que ce soit le pain balé, le pain corogoulais et que nous utilisons aussi pour faire des accessoires, que ce soit les sacs, que ce soit les ceintures comme j'ai porté là. Voilà, donc nous sommes venus montrer la Côte d'Ivoire au monde entier ici. Si le pain tissé rayonne à cette foire égyptienne, le beurre de karité et ses dérivés luisent également des millefeuilles. Fanta Koulibaly vante les bienfaits de ces différents produits. Nous en Afrique, au nord, on prend pour faire des galettes, on met dans la nourriture et on prend quand on a des problèmes d'entorse, les enfants naissent. Et pour les problèmes, quand ils portent les rougeurs, tout, on met un peu de karité au lieu d'aller acheter des pommades à la pharmacie pour la peau. Sur son stand, Alain Silué partage aussi sa passion de la mangue séchée et des noix de cajou. Ce sont des produits qui sont faits en Côte d'Ivoire, qui sont de renommée mondiale. Donc nous sommes venus ici pour chercher des marchés et pour pouvoir écouler les produits. Nous sommes vraiment bien reçus par le public parce qu'il y a... Déjà, les Égyptiens ici, ils sont très intéressés par les noix de cajou. Il se trouve que les noix de cajou qui sont produites en Côte d'Ivoire sont exportées vers le Vietnam. Et c'est après le Vietnam qu'elles sont introduites ici en Égypte. Donc, ils sont très intéressés à acheter directement avec la Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ivoirien en matière de transformation de produits vivriers est également au rendez-vous. Les jeunes entrepreneurs africains sont fortement représentés dans la capitale égyptienne. Leurs homologues ivoiriens vendent éloquemment leur expertise. Une femme, en partenariat avec le journal français Le Monde Afrique, a organisé à l'Agora de Koumassi une conférence autour du thème « L'Afrique au centre du jeu ». Objectif, soutenir l'autonomisation des femmes dans le milieu du sport. Plusieurs personnalités et des membres de la Fédération internationale de football, association la FIFA, étaient également présents. C'est ce que nous montrent Chris Diomandé et Abou Sanogo. Le manque de soutien familial, les stigmatisations, les violences sexistes dans le sport, les limites financières sont des obstacles qui freinent l'évolution des femmes dans le sport. Face à ces mots, l'ONU Femmes, à travers une table ronde entre les experts du sport, veut prendre le taureau par les cornes en mettant plus l'accent sur la promotion de l'égalité du genre dans le sport. C'est tout le monde qui doit mener le combat, mais en premier les femmes, ça c'est sûr. Il faut d'abord qu'on se mette au devant de la scène pour que les autres puissent nous accompagner. Avant que qui que ce soit croie en nous, il faut que nous d'abord qu'on croie en nous. Moi, j'ai pas peur pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, les mentalités ont évolué. Avant, on n'avait pas de championnat, aujourd'hui, on a un championnat. Et ça, c'est des points forts qui font que maintenant, les parents font confiance à leurs enfants et les laissent aller jouer au football. Réussir l'implication de la femme dans le sport passe par la formation, selon les experts dans le domaine. On a vu dans le cas du Sénégal, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de femmes entraîneurs. Avec l'INSEP de Paris, nous avons encadré et accompagné 16 femmes entraîneurs qui ont pu faire des formations. Et aujourd'hui, elles jouent un rôle majeur dans l'accompagnement des filles et des jeunes filles dans la pratique du sport. Il y a un premier pas qui est un pas culturel, de faire comprendre à ceux pour qui le football n'était qu'un sport d'hommes que c'est aussi un sport de femmes et qu'il peut y avoir de la très très bonne qualité de football féminin. On l'a vu cet été. Une fois que ce pas culturel aura été franchi, il y a un deuxième pas culturel qui est faire comprendre aux familles que c'est important de laisser leurs filles aller jouer au football. Pour le président du COCAN, le sport est un facteur de cohésion nationale et la femme a sa place dans cette discipline. Si dans une classe où nous avons autant de garçons que de jeunes filles, on a des chances d'aboutir à avoir des équipes féminines de football, des équipes féminines de handball, des équipes féminines de basket et voir des talents en matière d'athlétisme ou en matière de natation. La pratique du sport est une très bonne chose et il faut encourager tout le monde, hommes comme femmes, à le faire. ONU Femmes, organisation de l'ONU, entend mettre en œuvre des programmes dénommés Genre et Sport, visant à lutter contre la discrimination et l'inégalité entre sexes par le sport grâce à une campagne de sensibilisation dans plusieurs pays.
Le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine a organisé à son siège d'Abidjan la 4e édition de ses rencontres annuelles sur l'intégration dans l'espace CEDEAO. Le Café de l'intégration, comme on l'appelle, avait pour thème central cette année libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Les experts en divers domaines se sont prononcés pour favoriser une intégration sous-régionale réussie. Souleymane Donisangou, Moussa Konaté. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO est au cœur de cette rencontre entre experts de divers domaines. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la 4e édition du Café de l'intégration, initié par le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. C'est une rencontre majeure qui s'inscrit dans le cadre des activités du BIPIA, ce TPN qui a été créé pour appuyer l'État de Côte d'Ivoire en tout ce qui concerne la promotion de l'intégration africaine. Et cette année, nous avons eu le privilège et l'honneur, à la suite de notre mission sur le Niger, donc de mettre à l'ordre la libre circulation des biens et des hommes, qui, à mon sens, est un facteur important d'intégration de nos économies et de nos marchés. Pour certains participants, la fluidité routière constitue un axe majeur pour une intégration réussie. Nous relevons donc qu'il y a des forces et des faiblesses en termes donc de recherche de la fluidité routière dans la zone communautaire. Notamment la question de la vétusté du matériel roulant dans notre espace communautaire et surtout la question de l'implication politique, de l'engagement politique pour que nous puissions avoir à partir du sommet des décisions qui soient véritablement appliquées sur le terrain. Lorsque nous allons atteindre donc ces niveaux de compréhension et d'implication, nous pensons que la CEDEAO, qui est devenue un exemple donc, en Afrique et dans le monde, va donc atteindre un autre niveau assez respectable dans le cadre de l'intégration des populations et des biens. À l'issue de ces travaux, il ressort notamment une avancée dans le processus de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Et en religion, 3 250 000 francs CFA, c'est le coût du pèlerinage à la Mecque cette année. 10 000 places pour la Côte d'Ivoire, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Ces informations ont été rendues publiques aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'occasion du lancement du Hajj 2024. C'était à la salle Kodjoé, bouclée du Palais de la Culture de Trècheville, en présence du président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques et tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage musulman en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Hors de nos frontières, au Tchad, la plateforme des médias indépendants pour les élections apaisées dénonce quelques irrégularités. La plateforme a examiné le résultat des statistiques du fichier électoral rendu public par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, organe en charge de l'organisation du référendum constitutionnel du mois de décembre prochain. Selon Allahoudou Jouda, coordonnateur de cette organisation, ce sont entre autres l'insuffisance de kits d'enrôlement dans certaines localités et le recrutement par affinité de certains opérateurs d'enrôlement qui surtout ne maîtrisent pas les outils informatiques. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 demain sur RTU1. Excellente soirée.